Madame la rectrice élue, Mesdames et Messieurs en titre, grades et qualités. Dans un discours de fin de mandat, il est plus naturel de faire un bilan que de projeter dans l'avenir. C'est cependant plus délicat, car contrairement à l'avenir, nombreux sont ceux qui ont vécu le passé récent et n'ont pas forcément la même vue que celle qui pourrait être présentée. Je prends néanmoins le risque, mais ce ne sera pas sous la forme d'un catalogue de supposés succès. Il serait d'ailleurs généralement prétentieux de présenter des succès comme le résultat de l'action du seul recteur. J'ai choisi de faire un récit parfois décontracté, de moments et d'actions de mon mandat, et d'évoquer quelques conclusions que j'en ai tirées. Commençons par l'élection et la prise de fonction. Depuis l'ouverture de l'élection à l'ensemble de la communauté universitaire en 2014, être élu recteur implique bien plus que se déclarer discrètement disponible pour l'institution et le jour de l'élection, d'attendre qu'après suffisamment de tours de vote, on soit plébiscité par 2 tiers de ses collègues, motivés par l'envie d'en finir avant d'aller déjeuner. Depuis longtemps, la réalité a toutefois été bien différente de cet idéal du choix consensuel. La différence est que la joute électorale se fait maintenant au grand jour devant toute l'université. Les fleurets sont mouchetés, mais les plumes quand même souvent acérées, et l'encre un peu acide, et les tweets parfois des rugissements. La possibilité, dans le système actuel, de réouvrir les candidatures si aucun des candidats du deuxième tour n'a la majorité absolue est un reliquat de l'idéal du choix consensuel. Si aucun candidat ne plaît suffisamment, trouvons-en d'autres. On peut y voir du positif, mais les conséquences en sont une perturbation prolongée de la vie universitaire, une prise de fonction retardée, ce fut mon cas en 2018, et une lourde charge de travail pour l'organisation des élections. Concernant l'organisation des élections, je voudrais souligner la qualité du travail qui a été mené et la large mobilisation de volontaires pour la gestion des différentes étapes d'une élection organisée suivant le mode traditionnel du vote en bureau sur des bulletins en papier. Mais me direz-vous, pourquoi pas le vote électronique? Ce dernier est très pratique et les techniques pour en assurer la fiabilité sophistiquées. Néanmoins, pour garantir toutes les caractéristiques d'un vote démocratique, vote anonyme, en toute liberté, contrôle de l'identité des votants et de l'impossibilité de vote multiple, décompte des voix vérifiables, cela devient vite compliqué, et même si c'est possible techniquement, impassible à comprendre pour les lecteurs. Il ne sera alors pas rassuré, notamment sur l'anonymat, un défaut grave dans l'élection d'un recteur, dont les électeurs dépendent plus ou moins directement. Alors que les États-Unis sont englués dans la contestation électorale, que des pseudo-référendums sur l'attachement à la Russie vont s'organiser en Ukraine occupée, être un exemple d'organisation électorale irréprochable fait partie de notre rôle formatif. Les premiers coups qui abattent une démocratie frappent souvent le système électoral. Avec notre système électoral, on ne devient pas recteur sans le vouloir, et même, j'ose le dire dans mon cas, une certaine obstination. Je suis passé à travers 6 tours d'élection, 2 en 2014 sans être élu, et 4 en 2018, chaque fois avec moult débats. Peut-être que cela prépare à la fonction, mais je dois reconnaître qu'outre la persévérance, être au bon endroit au bon moment est une autre clé. Et cela dépend d'un parcours professionnel et de vie dans lequel les concours de circonstances sont un coup de pouce non négligeable. Se le rappeler aide à mettre les choses en perspective. Étant élu, tardivement dans mon cas, on se retrouve du jour au lendemain en fonction. Pas sans préparation vu mes fonctions antérieures, mais sans le confort d'une longue période de transition. L'accueil est néanmoins chaleureux et le bureau prestigieux.
même si à l'usage, il y a des choses à dire sur son confort thermique. De toute façon, pour l'hiver prochain, ce sera 19 degrés, et pas plus. L'agenda est rapidement rempli, et les demandes de rendez-vous s'accumulent, dont des interviews avec la presse. Ici se pose un premier choix. Dire sans faire ce que l'on pense, ou être prudent et ne froisser personne. Mon choix a été instinctif. Pour que les choses bougent, il faut, tout en évitant les positions trop catégoriques, donner ouvertement son opinion et la soutenir par de bons arguments. Je dirais même que plus le problème est sérieux, plus le silence complaisant est coupable. Notons aussi qu'il est largement reconnu que la qualité des établissements universitaires est positivement corrélée avec l'indépendance de leur gestion. Il faut la défendre. Le nombre de réunions auxquelles on doit participer ou présider est important. Les documents sont nombreux et volumineux. Malheureusement, les supports électroniques, qui les rendent plus facilement transportables, ne réduisent en rien le nombre de mots. Au contraire, ils dédouanent peut-être de l'utilisation excessive de papier. Une aide efficace pour préparer les réunions est indispensable. Réunions et prises de parole se multipliant, l'élément calme se réduisent au trajet, nuit et partie de week-end, à condition d'ignorer son téléphone. Concernant les prises de parole, un conseil m'avait été donné. Il te faut une plume. Pas celle que l'on porte au chapeau, mais le rédacteur de l'ombre qui prépare les textes, des textes qu'on n'a plus qu'à lire. Certainement parfois confortable vu la charge de travail, mais parler vrai exige qu'on utilise ses propres mots. Je n'ai pas suivi ce conseil, et cela m'a souvent permis de m'amuser un peu, tout en faisant passer des messages qui me semblaient importants. Dès la rentrée, il faut se pencher sur les budgets, dont l'adoption, règle européenne oblige, doit se faire de plus en plus tôt. Au départ, il est difficile d'aller au-delà d'ajustements mineurs, mais l'important est la méthode. Les finances sont souvent vues comme un domaine complexe et difficile à aborder par le non-spécialiste. En fait, un budget, excusez-moi, Monsieur le Ministre, n'est que la présentation en poste plus ou moins détaillée de prévisions de recettes et de dépenses. La difficulté, dans le cas d'université, réside dans les conséquences pluriannuelles et à long terme des décisions que l'on prend, en particulier en matière de personnel. Quand j'ai pris mon mandat, le premier constat assez surprenant était que le coût de nos rémunérations augmentait, hors inflation, malgré des mesures en apparence fort restrictives. Petite analyse a montré que, bien sûr, nos rémunérations augmentent régulièrement avec l'ancienneté, suivant des barèmes fixés. Et en première approximation, le coût d'une personne en fin de carrière est le double du coût d'une personne en début de carrière. On a donc l'illusion que si on remplace un départ à la retraite par un jeune engagé, on fait une économie substantielle. C'est partiellement vrai si on a un seul employé, que l'on pourrait donc remplacer par de nouveaux. Mais remarquons que dans ce cas, même s'il n'y a pas de surcoût immédiat, il en apparaîtra un dès la première augmentation. Si l'on a un personnel plus nombreux réparti en ancienneté, c'est totalement faux. L'économie du remplacement d'un ancien par un nouveau est quasi immédiatement annulée par les augmentations barybiques de ceux en cours de carrière. Nous avons donc travaillé avec une règle qui compare le coût de fin de carrière estimé des nouveaux engagés au coût libéré par les départs à la retraite. Une fois la règle assimilée, cela a clarifié et simplifié les débats, évidemment sans résoudre la pénurie générale de ressources, mais en évitant les dérapages suivis de mesures restrictives que nous avons souvent connues dans le passé. Le même raisonnement permet aussi d'aborder sereinement la question des promotions et de leur impact budgétaire. Quand on établit un coût de fin de carrière, il faut tenir compte des promotions attendues dans une carrière type de référence. Ce raisonnement nous force à ouvrir les yeux sur notre politique de recrutement et à réfléchir au profil que nous voulons recruter et à la carrière que nous voulons leur offrir. C'est mieux que de calculer le coût des promotions sur la base de leur effet sur la seule année en cours. En quelques mots, un bon modèle prévisionnel évite bien des erreurs et des discussions.
Un autre sujet difficile est ce que j'appellerais les points de friction, pouvant se développer à différents endroits de l'institution. Une situation typique est la tension qui peut se construire entre gestionnaires et porteurs scientifiques des projets dans des entités tirant largement leurs ressources d'activité extérieure. Dans ces situations, la première demande qui m'était formulée était en général d'avoir mon appui pour agir avec autorité et revoir l'organisation et les méthodes de travail. Tout d'abord, le concept d'autorité au sein de l'université est tout relatif. Les mécanismes permettant d'imposer sont dans une série de situations quasi inexistants, voire totalement inexistants. L'université laissant à ses membres, ayant atteint un certain niveau, une large autonomie. Ensuite, le problème est en fait tout autre. Il se situe au niveau de la compréhension de la communication. S'il y a des changements à apporter, on emporte facilement l'adhésion en expliquant clairement les objectifs et la rationalité. Chacun admet facilement que l'on ne peut opérer longtemps en déficit. La difficulté est de rendre clair pour tous comment les mesures proposées vont résoudre le problème. Sans cela, ces mesures seront vues comme arbitraires et rejetées. Un point qui me tient particulièrement à cœur est comment réagir aux demandes de contrôle de la communication des membres de l'université. Le scénario habituel est celui-ci. Un professeur ou chercheur d'université intervient dans les médias qu'ils soient traditionnels ou du monde numérique, en exprimant une position sur un sujet d'actualité qui, disons, ne fait pas consensus. Je reçois alors une série d'interpellations me demandant comment l'université peut tolérer que l'on s'exprime de la sorte. Les remarques portent parfois sur la forme, vue comme excessivement abrupte, sur la position elle-même qui dérange, ou sur le fait qu'un professeur d'université ne doit pas s'exprimer publiquement sur des sujets qui ne sont pas de son domaine. Première observation est qu'à une époque où les positions sont souvent fort polarisées, la seule façon de faire consensus est de se taire. Quoique, l'on peut aussi critiquer parce que l'on se tait. Nous vivons, très heureusement, dans un pays où la liberté d'expression est très bien protégée, avec des balises limitées bien acceptées, par exemple en ce qui concerne l'incitation à la discrimination ou à la haine. La question est de savoir si l'université peut et doit limiter la liberté d'expression de ses membres, au-delà des balises légales. La liberté académique est souvent invoquée pour exclure la possibilité d'une limitation. Toutefois, la liberté académique ne concerne pas l'expression en général, mais la liberté, dans le cadre de sa fonction à l'université, de choisir comment on enseigne une matière, ainsi que comment et sur quel sujet on développe ses recherches. Même en écartant le principe de la liberté académique comme obstacle au contrôle, la possibilité de l'exercer est de toute façon douteuse. Mais pour moi, la question est sans objet, car je considère que l'université ne doit pas contrôler ou sanctionner la communication de ses membres. Le faire implique que l'université a la capacité de juger impartialement de la pertinence d'un propos. Qui? Quel organe? Aller dans cette voie mène immanquablement à s'embourber inextricablement dans une voie contraire à des valeurs fondamentales et universitaires. Je rappelais précédemment que les premiers coups qui abattent une démocratie frappent souvent le système électoral. La liberté d'expression est aussi en première ligne. Dans la même ligne de pensée, un autre élément inquiétant sont les appels de plus en plus fréquents à des sanctions rapides lorsque des accusations, quelles qu'elles soient, sont portées à l'encontre d'un membre de l'université. Et cela ne se limite pas uniquement au domaine du comportement vis-à-vis d'autres personnes, mais apparaît aussi dans le cadre de controverses sur la qualité de travaux scientifiques. Bien sûr, des mesures conservatoires doivent parfois être prises en urgence pour protéger des personnes et les intérêts de l'université. Une sanction, toutefois, ne peut être prise que dans le cadre d'une procédure bien établie où les droits de chacun sont respectés. C'est une règle de base trop souvent oubliée et même contestée, ce qui est effrayant.
J'ai déjà cité 2 cibles des coups portés à la démocratie. L'exigence d'une procédure respectant la présomption d'innocence et les droits de la défense avant d'appliquer une peine en est une 3e. Impossible, en parlant de mon mandat, de ne pas dire quelques mots de la gestion de la crise du Covid-19. Au début, il fallait des actions rapides, de la cohérence, une communication claire. Dans ce cadre, la concertation interuniversitaire au niveau des recteurs a joué un rôle essentiel. Elle a permis d'anticiper certaines mesures rapidement généralisées par la suite, de les appliquer de façon simultanée et coordonnée dans les différentes institutions et de communiquer conjointement. La concertation a aussi permis de meilleures décisions par la confrontation des points de vue issus de la variété des sources auxquelles chacun avait accès. La concertation a aussi évité la mise en cause de mesures différenciées, de ce fait apparaissant comme moins solidement justifiées. Les contacts entre recteurs en visioconférence sont devenus très fréquents, renforçant l'esprit de coopération et la fréquence des positions communes. La concurrence interuniversitaire est quand même toujours bien présente, mais chaque fois mise de côté lorsque l'urgence ou le bien commun le nécessite. Une excellente chose. La crise du Covid-19 a aussi largement mis en évidence le rôle des experts issus des universités. Avec la difficulté des positions parfois divergentes sur un sujet faisant appel à des compétences variées. Malgré la rime, virologie n'est pas immunologie ni épidémiologie. Se sont alors posées avec acuité les questions de liberté d'expression, de limite de compétences dont j'ai parlé précédemment. Il y a eu parfois de la cacophonie, mais cela est bien préférable à l'expression contrôlée qui mène à une politique sans contestation et revirement possible. Laisser les opinions s'exprimer librement a été une force pour notre pays. Enfin, le Covid-19 a mis en évidence l'apport scientifique essentiel des universités, leur réactivité, leur capacité à mettre en place des solutions. L'ULiège ayant été particulièrement en pointe dans le domaine des tests. Malheureusement, nous ne sommes pas sortis des crises avec les inondations, la guerre en Ukraine, l'énergie, la sécheresse et le réchauffement climatique de plus en plus inquiétant. Les réflexes acquis durant le Covid sont toujours bien présents. La coordination universitaire est active et la communication commune. Nos experts s'expriment et contribuent au débat et nos chercheurs développent des solutions. À nouveau, dans une situation où il n'y a pas de solution simple, la multiplicité des avis librement exprimés est une force qui nous aidera à nous mener dans la bonne direction. Pour résumer, ce qui m'a guidé et servi au cours de ces 4 dernières années, je citerai construire une vue et une description claire des situations qui permettent de raisonner et de communiquer à leur sujet, être guidé par des valeurs fondamentales et résister aux pressions qui voudraient que l'on en dévie. Je voudrais aussi souligner l'apport de très nombreuses personnes avec qui j'ai travaillé, au sein de l'université, bien sûr mon équipe rectorale, 2 administrateurs successifs, les doyens des facultés, les directions d'administration, les membres du conseil d'administration et bien d'autres. Support, propositions et critiques, tout a été précieux pour mieux avancer. Il en va de même avec ceux avec qui j'étais en contact en dehors de l'université, au niveau local, dans nos villes de Liège, Gembloux et Arlon, au niveau du pôle Liège-Luxembourg, au niveau des instances universitaires de la recherche et de l'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région, au niveau national et international. J'arrête ici cette énumération déjà longue et forcément incomplète. Mes remerciements à toutes et tous. Quitter un mandat à son échéance est pour moi un moment aussi important que de l'entamer. Bien sûr, l'excitation liée à des activités et des contacts qui vont se multiplier n'est pas présente. Mais le calme du temps retrouvé est tout aussi enthousiasmant. C'est aussi le rappel que le premier engagement que l'on prend quand on accède à une fonction de pouvoir est de la quitter à son terme. Cela paraît évident, mais rappelons-nous le 6 janvier 2021 à Washington. Une 4e cible des attaques sur la démocratie est sans nul doute la limite à la durée du pouvoir.
Dans quelques minutes, je quitterai solennellement la fonction et passerai le relais à Anne-Sophie Nyssen. Je suis heureux de pouvoir accomplir ce geste symbolique fort devant cette assemblée si nombreuse. Et je le ferai avec confiance et sérénité. Je vous remercie.